Alors normalement, là, il devait y avoir de la musique qui démarre. Alors bonjour à tous. Donc, je suis Michael Bayens, mais les gens en général m'appellent Mitch. J'ai eu la chance de piloter pendant une dizaine d'années les équipes de design chez France Télévisions, et puis aujourd'hui j'accompagne plus de 200 consultants dans leur pratique produit. Alors je suis particulièrement content d'être ici parmi vous aujourd'hui, d'avoir été sélectionné parmi ce parterre de speakers prestigieux. Tous ont des parcours extraordinaires et tous vont vous partager sans doute des retours d'expérience, des conseils opérationnels et concrets, des choses que vous allez pouvoir mettre en pratique pour générer de l'impact dans vos quotidiens. Pour ma part, je ne vais pas vous donner des solutions opérationnelles et pragmatiques parce que je suis né designer, je suis sensible à la matière et à la manière dont on interagit avec elle, et parce que je suis de culture produit, je m'intéresse à la valeur que nous apportons, à l'impact, à nos process, à nos modèles économiques. Mais parce que mon premier métier consistait à faire du planning stratégique, je suis en veille constante, j'ingurgite et j'analyse les tendances, et je vais tâcher de vous éclairer sur nos futurs et de vous partager une prise de conscience des enjeux auxquels nous allons tous être confrontés prochainement. Et ceux d'entre vous qui connaissent mes prises de parole en général savent que je n'arrive pas nécessairement avec des bonnes nouvelles. Comme le quotidien nous plonge dans un tunnel, on a la tête dans le guidon et on n'a pas toujours le temps de prendre du recul. Alors je vous propose qu'on prenne un peu de ce temps pour prendre du recul. Lorsqu'on fait de la recherche, le futur s'appréhende de 3 manières différentes. On peut faire de la projection, de la fiction, et entre deux, il y a la prospective. Alors la projection, ça consiste à tirer un fil à partir du présent, en considérant que le monde serait à géométrie constante, et on se rend bien compte qu'il est de plus en plus difficile de faire de la projection. La fiction, elle consiste à imaginer des futurs impossibles, qui souvent ont une influence sur notre capacité à les envisager, et finalement à les rendre possibles. Et la prospective, donc mon métier historique, qui est entre les deux, ça consiste à connecter les points, à dessiner des futurs à partir de données éparses, en mouvement et de signaux faibles qui nous permettent d'envisager ce que pourrait être demain. Alors dans cette prise de parole, mon but est d'éveiller vos esprits. Personne ne ressortira avec les mêmes enseignements, il y a des choses qui résonneront plus pour certains que pour d'autres. Je vais vous partager un cheminement qui présente une sorte de réaction en chaîne, comme une succession de dominos qui s'entrechoquent dans une logique implacable. Voilà. La courbe d'Adams nous prévient que dans un monde qui va de plus en plus vite, plus le progrès avance, et plus il va nous être difficile de nous adapter. En tant qu'utilisateurs, nous en rendons compte au quotidien, nous sommes déjà dans une situation de stress permanent, et en tant que product, eh bien, tout s'accélère à un rythme effréné et le time to market diminue chaque jour considérablement. Nous avons dépassé un monde que la science pouvait encore anticiper pour entrer dans une espèce de au-delà où la technologie évolue plus rapidement que notre capacité à en prévoir les répercussions. Plus personne ne peut prédire le futur, étant donné qu'il est désormais à la lisière avec notre présent. Ce qui est à la pointe de l'actualité le matin même pourrait être de l'histoire ancienne à la fin de la journée. Et comme disait ma grand-mère, on n'arrête pas la marée avec une serpillière. Les produits numériques reposent depuis plus de 50 ans sur des interfaces graphiques. Jusqu'alors, nous avons fait évoluer ces interfaces pour répondre au mieux aux attentes de nos utilisateurs. Nous les avons adaptées à leur contexte d'usage, à leur device. Nous les avons rendues attractives, engageantes. Nous les avons enrichies de fonctionnalités. Nous avons simplifié les tâches de nos consommateurs, qui jusqu'ici étaient principalement des êtres humains. Mais l'essor de l'IA générative a changé notre monde. Et désormais, tout le monde peut créer un visuel personnalisé, une vidéo, développer un produit, un site web ou une application complète, presque instantanément et avec une simplicité déconcertante. Il n'a jamais été aussi simple de retoucher des visuels. Il n'a jamais été aussi simple de créer des visuels. Désormais, on peut générer une interface à partir de simples wireframes. Désormais,
à partir de simples wireframes, on peut prototyper et générer une application complète et fonctionnelle. On peut reproduire en un clin d'œil une interface graphique et la régénérer. On peut cloner un site en entier avec son back-end en langage naturel et à partir d'un simple chat ou avec la voix. On peut développer et itérer. Ce qui prenait avant des semaines ne prend plus que quelques heures. Ce qui nécessitait une équipe complète peut maintenant être réalisé par une seule personne. Ce qui coûtait des dizaines de milliers d'euros devient accessible presque gratuitement. La barrière technique du développement s'effondre complètement. On peut désormais murmurer à l'oreille des agents pour qu'ils produisent du code, pour qu'ils se chargent de la mise en production, de l'hébergement et même de la maintenance de nos services. Et cette popularisation de la capacité de créer des produits va certainement entraîner une explosion exponentielle qui ressemblera sans doute à ce qu'on a connu à la naissance des App Stores. Déjà, on peut seul, qu'on soit PM, designer ou développeur, concevoir, prototyper, déployer et itérer de manière totalement autonome, sans la moindre compétence en design ou en code. La barrière entre nos domaines d'expertise s'effondre, on va assister à l'hybridation de nos métiers, on va assister à la diminution des équipes, on va arrêter d'écrire des roadmaps et des PRD et préférer produire de la valeur instantanément avec des prototypes, on va arrêter de prévoir l'impact, on va tout simplement l'observer. Mieux encore, les interfaces de nos produits vont apprendre et faire seules des itérations en temps réel, et les machines vont évoluer rapidement à AB tester seules les variantes les plus adaptées. Nous n'aurons plus besoin de producteurs humains pour réfléchir et proposer l'agencement de nos produits. Les produits ne seront plus à la main d'organisations complexes qui, vous le savez, nous forcent à la justification des actions, à la diplomatie, à la négociation. Plus de compromis, plus de temps perdu. L'IA rebat les cartes même de nos organisations au sein des entreprises. Les produits ne vont plus être conçus pour répondre à une masse d'utilisateurs, mais vont adapter dynamiquement les contenus à nos besoins individuels. Les interfaces vont constamment évoluer en direct sous nos yeux. Plus du X, plus de data analyst, plus du UI, plus d'AB testeurs, plus de QA. Et dans le futur, nos enfants s'étonneront sans doute que nous utilisions les mêmes interfaces uniques pour nous tous. Ils s'étonneront qu'il était si complexe de naviguer et de s'adapter à chaque interface, à chaque produit et à chaque panier d'achat. Ils s'étonneront que nos interfaces conservaient les mêmes aspects des années durant et du rythme ralenti auquel des petites briques techniques et des features s'ajoutaient. Le concept même de refonte graphique et identitaire risque de beaucoup les faire rire. Et tandis qu'on s'évertue encore quotidiennement à installer des process dans nos organisations et à échouer au déploiement d'une culture agile depuis des décennies, et je ne parle même pas de design, Sam Altman dénonce l'inefficience de la réalité de nos structures humaines et annonce la disparition des équipes produits. Car honnêtement, si une start-up devait ouvrir aujourd'hui, il y a de grandes chances pour qu'elle fasse des choix bien différents en termes de structuration de ses équipes et d'infrastructures techniques. Voilà. Non, j'ai pas fini. L'agent IA peut désormais lire avec facilité nos interfaces, et même quand elles sont moches, et même quand elles sont mal conçues. Il peut naviguer comme un humain. Il observe, il agit, il comprend les conséquences de ses actions, et il anticipe même nos besoins. Les modèles passent désormais de la parole, les LLM, à l'action, les LAM, et redessinent les frontières de l'automatisation. L'agent sait comprendre une intention, prendre des décisions, et interagir avec le monde en naviguant de manière autonome dans le web, en contrôlant les smart devices, et même, parfois, en jouant aux jeux vidéo. L'agent est désormais capable de reproduire des parcours qui ont été pensés pour les humains, seuls, directement dans l'interface. Et pourtant, paradoxe, alors qu'il n'a jamais été plus facile de construire des interfaces, de les coder et d'itérer, et alors que les agents IA sont en capacité de les lire et de les faire évoluer, l'interface graphique est sans doute une espèce en voie de disparition. De nouveaux protocoles
comme les MCP, permettent de faire dialoguer les IA entre elles et de recourir aux données de nos produits via des API sans avoir besoin de consommer nos interfaces. Comme un enfant qui balbutiait et avec qui on communiquait avec des images, l'environnement digital a grandi et sait désormais se servir de la parole. L'UI n'était peut-être finalement qu'un outil de transition bientôt obsolète. Et pendant 20 ans, Google a soigneusement ordonné Internet et contraint les éditeurs à suivre les règles établies. En façonnant les pratiques éditoriales et la structuration des données, Google a transformé le web en une nomenclature standardisée. Les sites web ressemblent désormais tous à des bases de connaissances uniformes avec des balises sémantiques, des FAQ, des tables de matière, que sais-je encore. Paradoxe, cette structuration uniforme du web a rendu le contenu beaucoup plus facilement ingérable et a permis aux IA de crawler et d'exploiter massivement les contenus. Une aubaine pour ces nouveaux concurrents de Google, les agents IA, qui sont désormais capables, sans aucun effort, de parcourir, d'extraire et de synthétiser les informations. Ces agents utilisent ce corpus structuré pour produire des réponses directes et synthétiques aux utilisateurs et concurrencent de plus en plus non seulement Google, mais aussi le trafic traditionnel de nos sites web. Et de son côté, contrairement au web, le marché des apps a évolué sous un modèle fermé qui s'est structuré autour de 2 stores dominants que vous connaissez. Ces stores n'ont jamais été ouverts et indexables par des moteurs comme Google, et même si cette logique est en train de s'éroder parce qu'il y a des API et des microservices dans les applications, les apps sont la quintessence d'une interface pensée pour réagir au doigt et à l'œil, si j'ose dire, quasi exclusivement à des êtres humains. Et sans surprise, le CEO de Microsoft annonce la fin des apps et des modèles SaaS. On assiste progressivement à la disparition des moteurs de recherche au profit de moteurs de réponse. La navigation disparaît et désormais l'agent choisit pour nous. Le SEO traditionnel qui visait à optimiser pour un moteur de recherche centré sur des pages, là, les IA génératives ne s'intéressent pas aux pages. Elles visent simplement à répondre. On est passé de la recherche à l'intention. Pour répondre à ce nouveau besoin, nous allons devoir envisager des contenus optimisés pour être utilisés en premier lieu par une IA et pas juste lus par des humains. Nous allons devoir non plus designer des parcours utilisateurs, mais des parcours d'intention, où l'IA naviguera à travers les API et décidera pour nous. Désormais, directement depuis l'OS, les navigateurs vont pouvoir passer sans friction d'un service, d'une app à l'autre, pour booker des réservations, envoyer des emails, ajouter des invites au calendrier, passer des commandes, trouver notre chemin, lire du contenu. C'est la première fois qu'on passe la barre symbolique d'un web plus consommé par les robots que par les humains. D'ici 2030, certains experts estiment que les bots pourraient générer jusqu'à 90% du trafic web et marginaliser l'usage des humains. Que va-t-il se passer quand nous prendrons conscience que le trafic humain sur nos produits est devenu résiduel? Le nouveau AAA-RRR se joue désormais entre agents. C'est un vrai basculement. L'agent devient un prescripteur et ce n'est plus au consommateur qu'il faudra plaire, mais à lui. Et tandis qu'on peine encore à expliquer les bénéfices des démarches centrées utilisateurs, nous ne concevons déjà plus principalement pour des utilisateurs, mais pour des surcouches d'agents IA. Et si les nouveaux consommateurs sont des robots, quel choix ferait un PM éclairé s'il découvrait que 90% de la consommation de son produit est faite par des robots? Il y a de fortes probabilités que les interfaces graphiques disparaissent. Voilà. Enfin, voilà, c'est pas tout. En plus, nous assistons en direct de la mutation de l'interface graphique vers l'interface conversationnelle. L'expérience devient « je parle », l'agent agit, comme un assistant personnel, et me formate une réponse en fonction de mon besoin unique. La navigation devient implicite et les agents remplacent les interfaces. Exit, le filtrage, la recherche, le panier d'achat. L'agent va faire tout ça pour nous.
nous allons devoir penser à des interfaces qui ne sont plus vues, mais invoquées. Que ce soit pour chercher des informations en ligne, piloter des applications ou contrôler des objets connectés, parler à une IA est en passe de devenir un réflexe pour une grande part de la population. La reconnaissance vocale a transformé l'usage du téléphone et ça paraît à tout le monde, tout à fait cohérent de le tenir de manière horizontale. Les frictions du passé qui freinaient l'adoption de Siri ou d'Alexa seront bientôt totalement inexistantes. La complexité des parcours, la capacité à comprendre la nuance, la navigation, souvent limitée dans nos services, nuisait à l'expérience de ces anciens assistants virtuels, mais désormais, le bluff est suffisant pour que nous jouions le jeu. Le langage devient de plus en plus naturel, les agents comprennent des requêtes non scriptées et entretiennent des conversations réelles. La sensation d'échange est déjà devenue presque identique à celle que nous pouvons avoir avec des humains. Ils réagissent instantanément, peuvent être interrompus, savent moduler leur voix, s'adapter au contexte, simuler le chuchotement et des sentiments. Ce qui augmente évidemment, naturellement, notre sentiment de confiance. Les interfaces vont afficher des aperçus et reconditionner nos contenus. Reconditionner les résultats à partir des images et du contenu pioché ailleurs sur Internet, c'est-à-dire directement dans nos produits. Et si on n'affiche plus de pages, alors on n'affiche plus d'interface et on puise directement dans les produits sans jamais les afficher. La plupart des intégrations d'IA dans nos produits vont devenir tout simplement obsolètes parce que proposées derrière une interface sur laquelle plus personne ne viendra, si ce n'est des robots. Bienvenue dans l'ère des produits invisibles. Les marques s'effacent et se fondent dans les navigateurs ou les OS. Plus d'UI, plus d'identité visuelle, plus de branding tels que nous les connaissions. Les produits numériques ne sont plus des éléments à explorer, mais des réponses prédictives à nos besoins. Les agents vont disposer d'une mémoire de nos parcours, facilement anticipés et créer des parcours hyper personnalisés, pilotés par nos préférences et attitudes. Tout ça en vue, évidemment, de réduire notre charge cognitive. Ces nouvelles surcouches intelligentes vont être directement intégrées dans nos OS. Elles vont naturellement chambouler nos manières de consommer et de concevoir les produits numériques. Nous entrons dans le design d'intention, ce qui entend à quoi bon résoudre des problèmes utilisateurs quand on peut déjà les prédire, à quoi bon garder de la charge mentale si on peut la confier à quelqu'un d'autre. Nous l'avons dit, Google occupe encore à ce jour une part importante du trafic, mais paie des milliards pour être dans Safari, le navigateur par défaut d'iOS, et Apple étudie actuellement activement des alternatives à Google. La bataille du premier point de contact est déjà entamée. La question aujourd'hui est de savoir en la faveur de quel OS, de quel agent ou de quel navigateur ira le First Move Advantage. ChatGPT jouit d'une belle avance, suivi de près par Perplexity, et ici vous voyez Visa, qui permet aux AI agents d'acheter sans friction. Lui ferez-vous confiance ? Le plus haut de la chaîne de valeur est toujours le gagnant. Ici, avec la feature Buy for Me, l'agent Amazon, puisque maintenant il peut naviguer naturellement comme un être humain, propose d'acheter pour vous un produit qui n'est pas disponible dans leur catalogue. Il ne s'agit plus de proposer un produit alternatif, mais bien de rester le point de contact privilégié, et tout ceci est évidemment déjà effectif. Voilà. Alors, quelles répercussions pour nos marques et pour nos produits quand ils n'ont plus d'interface, quand nos marques n'auront plus d'identité graphique, elles ne seront reconnaissables que par la formulation de ces contenus et par les visuels qui représentent les produits. Le design graphique était une arme de distinction identitaire au tout début, mais qui tendait déjà à s'éteindre. Dans sa quête d'efficacité, l'industrialisation génère des standards qui finissent naturellement par supprimer toute forme de distinction et d'originalité. Devenus standardisés jusqu'à outrance, les interfaces et les parcours sont devenus interchangeables. Désormais, les IA vont bypasser le dernier territoire de ce que les marques pouvaient encore contrôler. Les marques ne peuvent plus décider de leur contexte de distribution. Je peux désormais demander à voix haute de m'afficher la nouvelle gamme de produits d'une célèbre marque, puis de ne sélectionner que les modèles d'une certaine couleur ou d'une certaine forme.
et de les comparer avec ceux d'une autre célèbre marque concurrente. Ou encore, affiner mon choix pour faire mon achat en ne sélectionnant que les All Black, par exemple. Et tout cela, même quand il s'agit de produits de luxe, pourtant réputés pour maîtriser leurs environnements de distribution. Les scale-up se sont souvent construites sur des logiques de désintermédiation. Elles ont fluidifié, simplifié ou supprimé des intermédiaires entre les utilisateurs et les services. Avec l'arrivée des agents conversationnels, une nouvelle couche apparaît. Et les désintermédiaires d'hier risquent sans doute à leur tour d'être des intermédiaires. L'utilisateur final ne saura plus s'il a transité sur nos produits ou non. Nous allons devoir accepter de mettre nos produits entre les mains de ces intermédiaires et accepter que la collecte des informations de nos utilisateurs et consommateurs soit des intermédiaires. Et à bien y réfléchir, nous nous sommes déjà habitués à consommer des contenus reconditionnés, reformatés, réagrégés, dans lesquels nos marques sont diluées. Mais cette fois, c'est différent. L'IA générative n'est plus simplement un outil de travail ou de divertissement. Elle devient un coach personnel, un prof, un thérapeute, un confident et parfois même un compagnon de vie. Les gens se livrent plus spontanément parce que l'IA ne jugera pas, écoute indéfiniment, est prête à répondre à nos moindres besoins. Nous assistons à un glissement du rapport de confiance. Une personne qui m'est proche et qui est aujourd'hui dans la salle m'a confié récemment, comme dans ce témoignage que vous voyez à l'écran, que ChatGPT l'avait fait pleurer. C'était le travail de l'art, c'était le travail de la poésie et de la musique, il n'y a pas si longtemps. Si les utilisateurs sont prêts à leur confier leurs plus intimes secrets, imaginez l'influence que ces agents auront sur le rapport de nos consommateurs à nos produits. Ce que ça implique pour les marques, c'est qu'il y a un véritable glissement du rapport de confiance vers ces IA. Et désormais, que les utilisateurs prêtent une confiance aveugle envers leurs bots, on ne maîtrise plus du tout ce que l'on dit de nous. Que dira l'agent de notre produit ou de notre marque? On n'en sait rien. L'influence des réseaux sociaux, des commentaires, des médias et des wikis n'ont plus seulement un impact collectif, mais interpersonnel. Voilà. Mais nous ne voyons que le côté obscur. Tâchons de regarder le verre à moitié plein. Tout cela est sans doute une occasion de décrocher de nouvelles opportunités. Déjà, rassurez-vous, la situation nous effraie, mais l'histoire du numérique est faite de ces moments de basculement. Le principe de disruption des marchés a toujours été une constante sur le marché du digital. Google, Apple, Amazon, Salesforce, YouTube, Napster, Spotify. Tous ces exemples montrent que la technologie fait souvent émerger une nouvelle interface dominante qui redistribue souvent brutalement la valeur. Les produits vont-ils inéluctablement dépendre de ces environnements? Devrons-nous concéder 30% de nos revenus, comme sur le modèle des stores? Allons-nous entrer dans une nouvelle course au référencement ou paierons-nous directement pour être présents, avoir le droit d'apparaître? Y aura-t-il plusieurs modèles de rétribution, des écosystèmes en concurrence, des régulateurs? Cette redistribution chamboule l'hégémonie des géants et pourrait permettre une nouvelle répartition, peut-être même plus juste. Cette opportunité pour les petites marques émergentes est une vraie opportunité de se tailler la part du lion. Les agents visitent beaucoup plus de contenu que les humains et les humains ne sont pas capables de faire autrement que de consulter une dizaine de liens maximum. Les produits qui seront les premiers à faire le mouvement tireront sans doute leur épingle du jeu. Ils vont devoir se transformer, devenir plug and play en ouvrant leurs API, en installant des plugins, en développant des assistants qui vont dialoguer avec ces agents. Ils vont devoir s'adapter aux nouvelles règles de référencement qui impliquent de permettre aux agents de répondre avec clarté à l'intention utilisateur en créant des formats prêts à être injectés et en anticipant les requêtes conversationnelles. Et à bien y réfléchir, d'un point de vue pur de l'expérience et de la conception, ce basculement est aussi une opportunité incroyable. Depuis des années, nous menons des tests utilisateurs, des interviews. Nous observons les comportements pour comprendre les besoins et les attentes de nos utilisateurs. Et enfin, les utilisateurs formulent tout seuls, naturellement, leurs intentions, alors que jusqu'ici, nous cherchions à les deviner.
c'est une incroyable opportunité de proposer de la valeur et de résoudre des vrais besoins. Le langage naturel va nous permettre de nous concentrer sur les intentions et non plus sur la navigation de l'interface. La formulation naturelle des objectifs va nous permettre de nous aligner sur le fonctionnement même du cerveau humain. De nous concentrer sur la proposition éditoriale, la création de goût, d'affiner et de guider vers un produit cohérent et précieux. Mais nous allons surtout devoir nous adapter à la proportion croissante d'utilisateurs non humains. Nos métiers vont glisser vers la sociologie du rapport et des interactions entre robots et humains. Notre rôle ne sera plus de créer des parcours et des écrans, mais d'optimiser les interactions entre l'IA et les humains. Nous le voyons déjà dans nos quotidiens, la transformation agile va être abandonnée au profit de la collaboration avec des robots. Déjà, les robots frappent à la porte de nos réunions comme de simples collaborateurs. Nous interagissons avec des nouveaux collègues, plus rapides, plus efficaces, qui ne tergiversent pas, qui ne prennent pas de congés et qui ne dorment pas la nuit. Se tourner vers les robots finira par devenir un réflexe, même dans nos quotidiens. À l'heure où l'usage était maître, tandis que les anciens avaient du mal à appréhender la tablette, le problème des enfants était de comprendre pourquoi on ne peut pas zoomer sur un livre. Aujourd'hui, les jeunes zoomers, dont mon fils fait partie, sont déjà à l'aise avec ces nouvelles formes de vie alternatives qui nous entourent. J'en veux pour preuve, ils laissent des applications fonctionner à côté d'eux, ces idle games qui jouent tout seuls. Et pendant que ce petit jeu joue tout seul, lui il joue sur Fortnite et discute avec Dark Vador, boosté à l'IA. Ils sont déjà conditionnés pour cohabiter. Cette nouvelle génération ne réfléchit plus en termes d'usage, mais en termes de coexistence. Tout comme nous, la machine est déjà un animal social. Nous devons déjà prendre plus en compte cette coexistence dans notre vision produit. Et nous le savons, toute une génération le proclame, nos contemporains ne vont plus se révéler dans leur travail. Et il y a même de fortes chances qu'ils finissent par ne plus travailler du tout. Qu'allons-nous proposer à tous ces humains qui sont en quête de sens? Le divertissement? Le développement personnel? Le sport? La randonnée? Quand tout peut être produit sans nous, que reste-t-il? Il va falloir trouver un sens à la vie, et c'est peut-être la mission des équipes produits. Le produit de demain ne résoudra peut-être plus seulement des problèmes, mais donnera une direction, un horizon. Par opportunité ou par opportunisme, nous continuons à générer des nouveaux besoins et parfois même à résoudre des problèmes qui n'en étaient pas. Peut-être que notre rôle de product consistera plutôt à nous recentrer et à répondre à des besoins auxquels nous ne répondons pas et qui sont pourtant bien réels. Et surtout, pas de panique. Si vous avez l'impression que tout ça va trop vite, n'ayez crainte, rassurez-vous, l'humain est un frein naturel au changement. L'inertie de nos organisations est le dernier rempart naturel contre les évolutions. Vous le savez, on a inventé la bureaucratie et les DSI, qui sont des armes particulièrement efficaces pour lutter contre le changement. Et nous avons nos propres biais de résistance personnelle. Je me suis beaucoup engagé déjà, pas trop envie de recommencer, à apprendre. Il y a de grandes chances pour que nous continuions pendant longtemps à utiliser les mêmes outils archaïques, les mêmes méthodes, et que tout cela n'arrive que très progressivement. Et si vous craignez une prise de contrôle totale des machines, dites-vous qu'il y aura toujours des pirates, des résistants, des gens capables de ridiculiser Google Maps en lui faisant croire avec un lot de GPS qu'il y a des bouchons sur une route pourtant déserte, des gens capables d'immobiliser des voitures autonomes avec un simple cône de circulation. À ce jour, bien souvent, la vision de départ des produits est chouette, évidemment, mais l'opérationnel finit, malheureusement, bien souvent, par rendre le résultat relativement faible. J'ai monté 2 startups, et quand vous êtes confronté au business angel, vous ne pouvez pas échapper à cet adage qui dit que pour monter une startup, l'idée n'a pas d'importance, ce qui compte, c'est l'équipe et l'exécution. Vous l'avez entendu, je déteste cette phrase. Je crois que la vraie grande opportunité qui se présente à nous, c'est que plus rien ne pourra plus empêcher une bonne idée d'être produite. L'IA débloque la contrainte de la faisabilité. Enfin, ce qui va primer, ce seront la vision
et la proposition de valeur. Et puisqu'il va être donné à chacun de créer son propre produit, sans plus jamais avoir aucune contrainte. Nous allons pouvoir avoir recours à ce qui fait de nous des humains et que les machines ne pourront jamais dupliquer. Ces impulsions qui ne s'appuient sur aucun fondement rationnel, qu'aucune étude ne saurait justifier et qui sont pourtant à l'origine des meilleurs produits, notre intuition. Et Mitch, Oui? le temps est presque totalement écoulé. Non, mais je crois que j'avais conclu de toute façon. Mais pourquoi tu chuchotes? Je chuchote parce que j'observe qu'ils sont nombreux dans la salle. Mais oui, en effet. Écoute, il ne me reste plus qu'à les remercier, et toi, tu vas monter progressivement le son, entendu? Ok, faisons comme ça. Merci à tous.